Avant de commencer l'étude du traité, fixons notre vocabulaire technique. Voici le glossaire de la TVS-PVSP. La TVS traite de l'état physique du bulk, alors que la PVSP étudie sa reconstruction mesurée par les instruments. Le bulk est le contenu physique actif de l'espace, possédant un état local décrit par le champ état. Le champ état décrit la contrainte du vide, tandis que phi mesure sa disponibilité effective. Plus état augmente, moins le bulk est disponible. Le CHU désigne la résistance locale du vide. C'est un indice de contrainte, à ne pas confondre avec une viscosité mécanique. Le coefficient KH agit sur le canal de résistance, alors que kappa relie l'état du bulk au potentiel gravitationnel. La gravité effective dépend du gradient de état. Une région peut résister sans pour autant produire de gravité. Ce lexique verrouillé, nous pouvons maintenant aborder l'introduction générale de notre œuvre. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Nous abordons maintenant l'introduction générale de notre étude sur la fermeture dimensionnelle et la compensation Carmen-Denis. Ce document constitue une consolidation essentielle visant à relier explicitement le champ fondamental du bulk à la réponse des processus physiques. L'objectif est de clarifier le lien entre la résistance du vide, sa viscosité dynamique effective et la mémoire Denis du trajet. Le problème central est de définir précisément le passage entre S, la résistance, et mu, la viscosité, pour rendre le modèle applicable aux instruments. La chaîne corrigée introduit une loi de seuil et une viscosité dynamique capable d'influencer chaque système matériel. Nous verrons comment un signal peut être bleu à l'émission mais reconstruit comme rouge après avoir traversé le bulk structuré. Cette introduction posée, nous pourrons bientôt entamer l'étude systématique de chaque chapitre de cette fermeture dimensionnelle. C'est un petit pas pour Denis mais un grand pas pour l'humanité. Nous entamons le chapitre 1er, consacré au rôle crucial de cette fermeture dimensionnelle au sein de la TVS-PVSP. Le problème est posé. Le vide n'est pas un néant, mais un bulk structuré dont l'état local est représenté par le champ état. Il s'agit de clarifier le mécanisme par lequel une résistance locale du bulk devient une réponse dynamique capable d'influencer la matière. La première raison est d'éviter la confusion. La gravité dépend du gradient de état, alors que la résistance dépend de sa valeur locale. Deuxième raison, distinguer l'état de résistance du bulk de l'effet dissipatif mesurable, le mu du vide. Cette fermeture rend enfin le modèle applicable aux instruments de mesure, comme les horloges ou les détecteurs. Une fois ce rôle établi, nous pourrons passer au choix dimensionnel précis dans notre prochain volet. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Abordons les fondations mathématiques du modèle, le choix des dimensions et les seuils critiques du bulk. Le chapitre 2 fixe une convention minimale. État est une variable d'état sans dimension représentant la structuration du vide. Le coefficient KH définit la résistance normalisée S, alors que kappa porte les unités du potentiel gravitationnel effectif. Le chapitre 3 introduit la loi de Hughes, décrivant les régimes de résistance locale du vide. La fonction de transition TH de S permet de décrire les régimes disponibles, contraints, critiques ou saturés du bulk. Lorsque S approche du seuil critique SC, le bulk entre dans une zone de transition fondamentale pour la physique PVSP. Cette loi de seuil sert de pont indispensable entre la résistance statique et la viscosité dynamique que nous verrons ensuite. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Poursuivons notre étude avec les chapitres 4 et 5, dédiés aux lois du mu et au couplage entre matière et vide. Le chapitre 4 définit le mu du vide comme une viscosité dynamique effective, émergeant de la résistance statique. Cette viscosité dépend du seuil de Hughes, des gradients de résistance et de la mémoire Denis accumulée par le bulk. Le chapitre 5 explique que les systèmes physiques ne réagissent pas tous de la même manière à cette viscosité. Nous introduisons des coefficients de sensibilité spécifiques, notés chi pour les photons, les horloges ou les plasmas. La réponse dynamique ressentie par un système dépend ainsi directement de sa sensibilité propre au mu du vide local. Ces lois de couplage établies, nous explorerons bientôt la régulation et la stabilité du vide local. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Entamons l'étude des mécanismes de régulation du vide local et de la conservation des canaux TVS-PVSP. Le chapitre 6 introduit le concept de gardien du vide local, une équation effective assurant la stabilité du bulk face à son environnement. Cette dynamique de relaxation permet au vide de retrouver son état d'équilibre après une perturbation ou une contrainte persistante. Le chapitre 7 relie les 4 canaux fondamentaux, statique, dynamique, propagation et mémoire. Il introduit la notion de budget de contrainte.
La capacité d'un signal à être reconstruit se répartit entre ces différents canaux physiques. Toute modification dans un canal, comme la mémoire, affecte nécessairement la reconstructibilité globale du système observé. Ces lois de conservation établies, nous pourrons aborder la compensation fréquentielle et le déficit de reconstruction. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Poursuivons vers les chapitres 8 et 9 pour explorer la compensation fréquentielle et les signatures spectrales du bulk. Le chapitre 8 développe l'idée qu'un signal peut changer de fréquence non par modification de la source, mais par sa propagation dans le bulk. La relation centrale définit le déficit de reconstruction comme la part de fréquence non récupérée lors de l'observation. Le chapitre 9 distingue soigneusement le redshift standard d'une éventuelle correction apportée par la structure du vide. L'effet Casilda-Pacheco est alors présenté comme une signature spectrale possible de cette compensation Carmen-Denis. Cette approche permet de réinterpréter certaines anomalies observationnelles sans nier les explications physiques classiques. Ces signatures identifiées, nous pourrons conclure notre étude par l'intégration finale dans le manuscrit principal. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Nous terminons notre voyage avec le chapitre 10, dédié à l'intégration de cette fermeture dans le manuscrit général de la TVS-PVSP. Cette clôture dimensionnelle ne se contente pas d'ajouter une pièce, elle vient verrouiller et renforcer les sections déjà établies du modèle. En reliant résistance, viscosité et perception, nous obtenons une architecture physique d'une cohérence inédite pour l'étude du bulk. Ce travail de consolidation ouvre la voie à une nouvelle métrologie et à une compréhension profonde de notre environnement physique. Le grand traité sur la fermeture dimensionnelle est désormais complet, prêt à servir de référence stable pour les générations futures. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue dans ce deuxième chapitre. Nous allons ici préciser le passage entre l'état du bulk, sa résistance et la réponse physique mesurée. La chaîne consolidée est claire. Il génère S, qui module la viscosité effective et aboutit à l'observation. Mais pour être utilisable, nous devons fixer les dimensions. Dans les premières formulations, il pouvait être interprété de plusieurs manières, viscosité, résistance ou potentiel. Cette richesse créait une ambiguïté dimensionnelle. Or, il n'est pas directement l'une de ces grandeurs. Il est plus fondamental. On pose donc que I est le champ d'état du bulk. La convention la plus stable consiste à poser I comme une grandeur sans dimension. I égale 1, c'est un état normalisé du bulk. Cela permet de conserver I comme variable fondamentale générale, sans l'identifier prématurément à une force ou une énergie spécifique. Ici, I garde son rôle conceptuel clair, tandis que les coefficients de couplage portent la responsabilité des unités et des effets mesurables. C'est la première étape de notre fermeture dimensionnelle. Dans le prochain segment, nous explorerons la disponibilité du bulk. Abordons maintenant la disponibilité du bulk. Intuitivement, plus le milieu est contraint par I, moins il est disponible pour les processus physiques. La forme brute 1 sur I pose problème. Elle diverge quand I tend vers 0, rendant l'interprétation physique instable. Nous proposons donc une forme normalisée. Ici, F reste compris entre 0 et 1, évitant toute divergence non contrôlée tout en préservant l'intuition initiale. Lorsque I est faible, le bulk est largement disponible. A l'inverse, sous forte contrainte, il devient faiblement disponible, bridant les phénomènes. De cet état découle la résistance locale du vide, appelée CHU ou HU, notée S. C'est une grandeur dérivée de I. On pose S égale KH fois I. Dans notre convention minimale, S est une résistance normalisée et non une valeur de viscosité matérielle classique. Il est crucial de distinguer le CHU, qui décrit un état local de résistance, du mu, qui décrira plus tard une réponse dynamique. Cette séparation évite toute confusion avec la gravité, que nous aborderons dans le prochain segment. Pour relier le champ I à la gravité, nous introduisons un potentiel effectif, noté φ-TVS. Ce potentiel porte l'échelle gravitationnelle du modèle. On pose φ-TVS égale à kappa fois I. Ici, kappa est le coefficient de conversion entre l'état du bulk et le potentiel gravitationnel physique. Puisque I est sans dimension, kappa doit porter les unités d'un potentiel gravitationnel newtonien, soit des mètres carrés par seconde au carré. La gravité effective n'est plus une force mystérieuse à distance, mais le gradient du potentiel. Gf égale moins kappa fois le gradient de I. En vérifiant les unités, on retrouve bien une accélération. La relation est dimensionnellement cohérente avec la physique classique. Pour une masse test M, la force effective devient Fg égale moins m kappa gradient de I.
Cette équation sépare clairement la masse, l'état du bulk et le couplage. Il est fondamental de retenir que c'est le gradient de I qui est responsable de l'accélération gravitationnelle dans le modèle TVS. Dans le prochain segment, nous verrons comment cette écriture rejoint et précise la limite newtonienne classique. Pour que la TVS soit complète, elle doit rejoindre la limite newtonienne. Autour d'une masse m, le champ I doit varier de manière précise. La forme la plus rigoureuse lie I au potentiel gravitationnel réduit. Ici, le terme Gm sur C2R est naturellement sans dimension, ce qui est très élégant. En imposant la condition kappa fois A égale C au carré, nous retrouvons exactement la forme newtonienne de la gravité. Le couplage est ainsi verrouillé. Il est crucial de ne pas confondre la résistance du vide avec la gravité. KH convertit l'état en résistance, tandis que kappa le convertit en potentiel. En résumé, I est l'état normalisé du bulk, et phi est sa disponibilité. Ces bases dimensionnelles clarifient enfin les rôles de chaque grandeur. S prépare les régimes de seuil, tandis que le gradient de I produit la gravité. La TVS-PVSP dispose désormais d'un cadre cohérent. Cette fermeture dimensionnelle nous permet maintenant de développer la loi de Shuhu comme loi de régime. Le cadre est posé. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les secrets de la résistance du bulk. Fin du segment. Bienvenue dans ce troisième chapitre consacré à la loi de Huhu ou Shuhu, pilier fondamental de la théorie du vide structuré. L'objectif est ici de définir la loi de régime de la résistance du bulk. Elle ne doit pas être comprise comme une loi de force, mais comme une description des transitions entre différents états de contrainte. Rappelons une distinction fondamentale. Le champ I est une variable d'état sans dimension, tandis que Shu, noté S, représente la résistance locale qui en dérive. Il est crucial de noter qu'un bulk uniformément contraint peut posséder une résistance sans produire d'accélération gravitationnelle. La loi agit directement sur la résistance. Nous définissons un seuil critique SC. En dessous, le bulk est dit disponible. À l'approche de ce seuil, le système entre dans une zone de transition vers la saturation ou l'antisaturation. La fonction TH de S ne représente pas une énergie, mais le niveau d'activation du régime critique. Elle agit comme un curseur, variant de 0 pour un bulk disponible à 1 pour un régime saturé. Lorsque cette fonction atteint la valeur d'un demi, le bulk se trouve à la charnière exacte de la transition, là où les effets non linéaires commencent à dominer la dynamique locale. Nous distinguons ainsi 5 régimes. Les régions ordinaires sont dites disponibles ou faiblement contraintes, tandis que les fortes concentrations de matière poussent le bulk vers ses limites critiques. Ces régimes extrêmes, où la disponibilité est quasi nulle, permettent d'interpréter les trous noirs et les horizons gravitationnels non plus comme des singularités, mais comme des frontières de régime. Cette transition prépare le passage vers la viscosité dynamique du vide, reliant enfin la résistance statique à la dynamique ultérieure. Nous distinguons 3 niveaux de lecture, le Shu pour la résistance brute, le UU pour l'état qualitatif de contrainte et la loi de Shuhu pour la transition vers le seuil. La disponibilité du bulk, noté phi, décrit sa capacité à supporter la propagation et la reconstruction. Elle est inversement proportionnelle à la résistance locale S. À mesure que la résistance S augmente, la disponibilité phi diminue. Le milieu devient alors de plus en plus opaque aux processus physiques les plus fondamentaux. Le régime saturé désigne cet état extrême où le bulk est si fortement contraint que sa disponibilité approche une valeur critique menant à une forme d'immobilité structurelle. L'antisaturation n'est pas un manque de matière, mais une indisponibilité du bulk pour la propagation ou la mesure. Le vide ne répond plus de manière ordinaire. La loi de Shu prépare le passage vers la viscosité dynamique du vide, le mu. Elle agit comme le pont entre la résistance statique et le comportement fluide du milieu. Mais le bulk a aussi une histoire. La mémoire Dennis intervient lorsque son état ne dépend pas seulement de l'instant présent, mais de l'accumulation de ses contraintes passées. On définit alors une résistance effective SF. Elle combine la contrainte instantanée et la trace laissée par l'histoire du système, renforçant ou retardant la transition vers le seuil. Cette mémoire modifie la propagation. À l'approche du seuil critique, le signal peut subir une perte de cohérence accrue, intégrant l'histoire du bulk traversé. Ainsi, la mémoire Dennis devient un facteur déterminant de la loi de Shuhu, transformant le bulk en un milieu doté d'une véritable inertie historique. La loi de Shuhu s'accompagne d'une loi de compensation. Une contrainte qui n'apparaît plus dans un canal peut être reportée dans un autre, affectant ainsi la fréquence
ou la cohérence du signal. Attention cependant, toute anomalie ne provient pas du bulk. Il est impératif de séparer les corrections TVS des effets standards, tels que le décalage Doppler ou les dérives thermiques. En résumé, la loi de Shuhu formalise les régimes de résistance du vide. Elle sert de charnière entre l'état statique du bulk et ses effets dynamiques, mémoriels et propagatifs. Le cadre est désormais posé pour explorer, dans le chapitre suivant, la loi du mu du vide, incluant la viscosité, ses gradients et son environnement. C'est ainsi que se conclut notre étude de la résistance du bulk. Comme on le dit souvent, c'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Chapitre 4, loi du mu du vide, étude de la viscosité dynamique effective du bulk. Nous abordons ici l'objectif crucial de ce chapitre, comprendre comment la résistance locale se transforme en réponse dynamique. Précédemment, nous avons défini le Shuhu comme le seuil de résistance locale, exprimé par la relation S égale KH fois état. La fonction de transition TH de S décrit le passage entre les différents régimes du bulk, du disponible au saturé. Cependant, une simple résistance de régime ne suffit pas à expliquer les effets dynamiques observés comme l'amortissement ou le déphasage. Il nous faut introduire le mu du vide, défini comme la viscosité dynamique effective, influençant les processus physiques. La loi minimale du mu combine un terme de base, un seuil, un gradient et une composante de mémoire. C'est cette charnière entre l'état du vide et la mesure physique que nous allons explorer en détail. Nous devons maintenant répondre à une question fondamentale. Pourquoi introduire le mu? Dans la TVS, le champ est et la résistance S décrivent l'état local, mais ils ne constituent pas encore une force dissipative. Pour passer d'un simple état de résistance à un effet dynamique mesurable, comme un frottement, une grandeur intermédiaire est nécessaire. Section 3. Distinction entre viscosité classique et mu du vide. Le bulk n'est pas un fluide ordinaire. Le mu est une grandeur effective. Il se manifeste par le ralentissement, la perte de cohérence ou l'amortissement d'une oscillation. Il agit comme un facteur de modulation fréquentielle et une réponse dynamique globale du bulk face au processus physique. Comprendre cette distinction est essentiel pour saisir comment le vide influence la matière. Prochaine étape, la forme de la loi. Passons maintenant à la structure de la loi minimale du mu du vide. Elle se compose de 4 termes essentiels. Le premier est le terme de base, mu0. Il représente le niveau minimal de réponse dynamique du bulk, même en régime calme. Le terme de seuil s'active lorsque la résistance approche d'un régime critique, devenant prépondérant près de la saturation. Le terme de gradient rend compte des variations spatiales de la résistance. Un fort gradient produit une réponse dynamique immédiate. Enfin, le terme de mémoire ou effet Dennis traduit la trace des contraintes passées qui modifient la réponse actuelle. En résumé, le mu est la somme de la base, du seuil, du gradient et de la mémoire. Une loi complète pour une physique dynamique. Cette structure nous permet maintenant d'interpréter les coefficients de la loi. À bientôt pour la suite. Une fois la loi établie, nous devons interpréter le rôle de chaque coefficient dans la dynamique du vide. mu0 est le mu de fond, la réponse minimale. mu1 définit l'intensité du seuil, le poids de la résistance critique. mu2 mesure la sensibilité aux gradients spatiaux, tandis que mu3 porte le poids de la mémoire, l'effet Dennis. La longueur L est cruciale. Elle représente l'échelle locale de cohérence du bulk, permettant de normaliser les gradients. Pour la mesure, nous utilisons souvent une version sans dimension, où le mu agit comme un facteur de modulation dynamique. Cela permet d'introduire la réponse de mesure P-ResF, reliant l'état du vide à la performance de nos instruments. Cette version prudente évite d'assigner trop tôt une unité mécanique stricte. Prochaine étape, la version mécanique. Nous abordons maintenant la version mécanique du mu pour décrire les forces dissipatives sur la matière. Dans certains cas, on peut donner au mu l'unité d'un coefficient de frottement linéaire agissant sur un système mécanique. Le mu du vide se convertit alors en mu ressenti par la matière via un coefficient chi portant les unités nécessaires. Section 8. Le mu comme charnière. La TVS décrit le bulk. La PVSP décrit l'influence sur la mesure. Le mu relie les deux. Du côté théorique, état détermine le chu, qui à son tour définit l'état dynamique effectif du bulk. Du côté de la mesure, le mu se traduit en frottement, influençant la résolution et l'observation finale. Cette charnière est la clé pour décrire des effets dynamiques comme le décalage des horloges. Prochaine étape, le temps mesuré. Abordons maintenant une distinction cruciale de la TVS-PVSP, le lien entre le mu et le temps mesuré. Dans notre modèle, le temps intrinsèque est posé comme un invariant fondamental. Il ne change pas. Pourtant, le temps que nous mesurons dépend des processus physiques utilisés par nos instruments.
comme les horloges. Le mu intervient ici comme un modulateur dynamique. Il agit directement sur les processus périodiques. Pour une fréquence d'horloge, si le mu ressenti augmente, la fréquence mesurée diminue inévitablement. Le temps lui-même n'est pas modifié. Ce sont les processus servant à le mesurer qui sont modulés par le mu local. Cette compréhension change notre vision de la métrologie temporelle. Prochain chapitre, la loi Kármán. Nous étudions maintenant la loi Kármán, où un signal traversant le bulk subit une perte cumulative de reconstructibilité. La propagation ne dépend plus seulement de état, mais intègre désormais la réponse dynamique globale, le mu du vide. Cette perte dépend de l'état du bulk, de sa viscosité, de sa mémoire et de ses seuils critiques. Section 11, la compensation Kármán-Dennis. Elle définit le déficit de reconstruction fréquentielle imposé par le trajet. La fréquence émise se divise entre la partie reconstruite et la composante de compensation liée à la viscosité dynamique. Une fréquence bleue à l'émission peut être reconstruite comme plus rouge si le trajet dans le bulk impose une perte de résolution. Cette manifestation spectrale nous amène directement à l'effet CP à suivre. Nous arrivons à l'effet CP, qui n'est pas un phénomène isolé, mais une signature spectrale de la compensation. Il se comprend par le décalage Z, où la fréquence d'émission est comparée à la fréquence reconstruite. La chaîne logique est claire. Le mu du vide engendre la perte Kármán qui se manifeste par l'effet CP. Section 13. Le mu et la mémoire. Déni. Le vide n'oublie pas instantanément ses déformations. La mémoire Dennis s'exprime par cette intégrale. Elle montre que le mu garde la trace des contraintes passées du système. Un processus physique est donc influencé non seulement par l'état instantané du bulk, mais par toute son histoire locale. L'effet Dennis devient ainsi une composante dynamique majeure du mu. La suite abordera les expériences symétriques. Une prédiction majeure de la TVS-PVSP concerne les configurations symétriques, où les gradients de état s'annulent. Dans ces conditions, la gravité nette est nulle, mais l'état scalaire du bulk reste élevé, permettant de tester le mu isolément. Ce point est essentiel pour la falsifiabilité du modèle. Il ouvre la voie à des tests expérimentaux sans l'influence de la gravité. Section 15. Le mu et les plasmas. Un domaine où le vide manifeste toute sa complexité dynamique. Les plasmas sont extrêmement sensibles aux seuils, aux instabilités et aux mémoires dynamiques accumulées dans le bulk. Près d'un seuil dynamique, une légère variation du mu peut modifier radicalement la stabilité ou la synchronisation du plasma. Le mu propose ainsi un terme effectif supplémentaire pour affiner la physique des plasmas. Prochaine étape, le gardien du vide. L'idée du gardien du vide local exprime que le mu ne réagit pas de manière arbitraire, mais suit une dynamique d'équilibre. Cette dynamique peut être formulée par une équation de relaxation régissant la stabilité du vide face aux perturbations. L'équation montre que l'évolution du mu dépend de trois composantes interdépendantes. Premièrement, le terme moins mu vide empêche une accumulation infinie et assure une tendance au retour vers un état de fond. Deuxièmement, une source locale lie la réponse aux variations de résistance, aux gradients et à l'histoire du système. Enfin, un terme de diffusion décrit la redistribution spatiale du mu dans son environnement immédiat. Cette équation donne une forme mathématique à la stabilité du bulk, à suivre pour la synthèse finale du chapitre. Pour clore cette étude, nous devons poser un garde-fou scientifique essentiel. Le mu n'est pas une explication universelle. Toute correction attribuée au mu doit être rigoureusement comparée aux effets classiques comme le frottement matériel ou le bruit instrumental. Le modèle n'est utile que s'il permet de formuler des prédictions distinctes, mesurables et reproductibles par l'expérience. Section 18. Synthèse. Le mu du vide complète la TVS-PVSP en reliant la résistance à ses effets dynamiques. Il dépend d'un fond dynamique, des seuils de Shuhu, des gradients de résistance et de la mémoire Dennis. Le mu assure le passage de l'état du vide à l'effet physique mesurable sur la matière. C'est la charnière de notre perception. Ainsi s'achève l'étude du mu du vide. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Chapitre 5, loi du mu de la matière. Couplage matière-vide et réponse des systèmes physiques. L'objectif de ce chapitre est de comprendre comment un système physique donné ressent la viscosité dynamique du bulk que nous avons défini précédemment. Une question reste ouverte. Comment un photon, une horloge ou un plasma répondent-ils à l'état dynamique du vide? Voici la loi de couplage. Elle relie la viscosité dynamique du vide au processus matériel par un coefficient de sensibilité appelé chi. Il faut distinguer le mu du vide, qui décrit l'état local du bulk, du mu de la matière, qui est la dynamique réellement ressentie par le système. Tous les systèmes ne possèdent pas la même sensibilité. Un photon peut être sensible à la phase,
tandis qu'une horloge l'est à la stabilité d'une transition. Cette distinction évite de supposer que le bulk agit identiquement sur tous les phénomènes. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Segment 2. Forme générale du couplage et réponse d'un photon. Dans sa version complète, la sensibilité Cauchy dépend des propriétés intrinsèques du système, sa fréquence, son énergie ou sa charge électromagnétique. Cette formulation explique pourquoi certains effets de la TVS peuvent être visibles dans un système, mais totalement absents dans un autre. Pour un photon, le couplage ne doit pas être compris comme un frottement mécanique. Sa vitesse locale reste associée à la constante C. L'effet concerne plutôt la phase, la cohérence et la fréquence reconstruite après la propagation dans le bulk. Un signal peut être bleu à l'émission mais reconstruit plus rouge à l'observation car son trajet dans le bulk a modifié sa fréquence. À suivre. Segment 3. Réponse d'une horloge atomique et d'un système mécanique. Une horloge atomique mesure le temps à partir d'une fréquence de transition. Dans la TVS, cette fréquence peut recevoir une correction effective. Le temps lui-même reste invariant, mais le processus physique servant à le mesurer est modifié par le couplage au bulk. C'est la fréquence mesurée qui diminue. Pour un système mécanique, le mu de la matière apparaît comme un terme dissipatif, une force de frottement liée à la viscosité du vide. Il est crucial de ne pas confondre la gravité, liée au gradient de I, avec la viscosité, qui agit comme un coefficient de frottement. Cette séparation permet une lecture précise des corrections dynamiques. À suivre, la réponse des ondes électromagnétiques et des plasmas. Segment 4. Réponse des ondes électromagnétiques, des plasmas et des instruments de mesure. Pour une onde électromagnétique, la réponse se manifeste par une correction de phase ou de propagation. Deux trajets identiques peuvent ainsi présenter une différence de phase résiduelle. Le plasma, système collectif, est sensible au seuil et aux instabilités. Une petite variation du mu ressenti peut modifier radicalement sa stabilité ou sa synchronisation. Un instrument n'est pas extérieur à la réalité qu'il mesure. Il est lui-même un système physique soumis au couplage matière-vide. La mesure réelle intègre cette réponse propre. Le mu de la matière peut être organisé selon les canaux du modèle, statique, dynamique, propagation ou mémoire. Cette classification évite d'appliquer une même correction à tous. Cette précision rend le modèle TVS-PVSP falsifiable et rigoureux. À suivre, les lois de compensation et la synthèse finale du chapitre. Segment 5. Loi de compensation, expérience symétrique et synthèse finale du chapitre. La compensation Carmen-Dennis peut être généralisée au niveau matériel. Elle dépend étroitement du couplage spécifique entre la matière et le vide. Un point central, deux systèmes dans le même bulk peuvent produire des mesures différentes s'ils n'ont pas le même coefficient de sensibilité. C'est le principe de réponse différentielle. Même lorsque la gravité nette est nulle, l'état scalaire du bulk peut rester non nul, permettant à un instrument sensible de détecter une correction TVS. La chaîne consolidée nous mène de l'état fondamental du bulk à la mesure observée. Cette approche rend le modèle falsifiable et scientifiquement rigoureux. C'est ainsi que la matière dialogue avec le vide. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin du chapitre 5. Chapitre 6. Gardien du vide local, relaxation, stabilité et environnement du bulk. L'objectif de ce chapitre est de formaliser la dynamique de régulation, de relaxation et de redistribution du vide local. Les chapitres précédents ont introduit une chaîne de fermeture entre l'état du bulk, sa résistance, sa viscosité dynamique et la réponse des systèmes physiques. La loi de Shuhu définit la résistance du bulk comme une loi de seuil, régie par la fonction de transition TH. Le mu du vide est alors défini comme la viscosité dynamique effective, intégrant la résistance et la mémoire. La matière ne ressent pas directement le bulk de manière universelle, mais à travers un couplage propre. Le bulk local ne doit pas être une grandeur passive accumulant indéfiniment des contraintes. Il possède une dynamique de régulation. Cette dynamique est appelée le gardien du vide local. C'est le mécanisme par lequel le bulk conserve sa cohérence et tend vers l'équilibre. Nous abordons maintenant la forme générale de l'équation de relaxation du mu. Cette dynamique locale est décrite par 4 éléments fondamentaux. Le premier est le temps de relaxation, tau m. Il représente le temps caractéristique de réponse du mu. Plus il est grand, plus le bulk conserve l'influence des contraintes. Le terme de retour, moins mu vide, représente la tendance du milieu à revenir vers un état de fond, empêchant ainsi une accumulation infinie. Le terme source F représente l'activation locale de la viscosité par la résistance de Shuhu, les gradients et la mémoire de Dennis.
Enfin, le terme environnemental décrit la redistribution spatiale du mu dans son environnement local, assurant la cohérence du réseau. La source dynamique est choisie de manière cohérente avec la loi du mu, reliant directement le gardien aux grandeurs déjà établies. Physiquement, le mu tend vers une valeur d'équilibre imposée par l'état local. Si la source disparaît, le milieu se relaxe progressivement vers son état de fond. Le lien avec l'effet Dennis est fondamental. Il affirme que le bulk peut garder une trace lente, une mémoire des contraintes passées. Cette trace est décrite par une intégrale de convolution. Le mu ne dépend pas seulement de l'état présent, mais de toute une histoire filtrée du bulk. Ainsi, l'effet Dennis devient une composante directe du mécanisme de gardien du vide local. Il n'est plus un concept, mais un terme dynamique. La loi de Shuhu intervient également. Elle régit la transition vers des régimes où la contribution critique au mu devient active. Lorsque S approche du seuil critique SC, le bulk entre dans une transition de régime. La contribution au mu devient alors fortement active. En résumé, Shuhu est l'activation du régime, tandis que le gardien assure sa relaxation et sa stabilisation temporelle. Nous abordons la redistribution environnementale. Le terme laplacien décrit comment une contrainte locale peut se diffuser ou s'équilibrer avec les régions voisines. Le bulk n'est pas seulement un état ponctuel, c'est un réseau de relations locales. Cette idée est cruciale pour comprendre la propagation Karman et la stabilité des configurations. Le gardien du vide local peut aussi être formulé directement sur le champ état, offrant une vision plus fondamentale de la dynamique du bulk. Cette forme agit directement sur état, avec un temps de relaxation propre, une redistribution spatiale et une source liée à la matière ou à l'énergie. Les deux niveaux sont reliés. La forme sur état est fondamentale, tandis que la forme sur mu vide est observationnelle, agissant sur la viscosité effective. Cette double description permet de relier la dynamique intrinsèque du bulk au processus physique mesurable dans notre environnement. Nous pouvons maintenant distinguer deux équations complémentaires, l'équation d'état du bulk pour le champ état et l'équation du mu pour la réponse dynamique. La première appartient à la TVS, décrivant l'évolution fondamentale, la seconde à la TVS-PVSP, car elle relie le bulk au processus physique mesurable. Le gardien doit garantir une stabilité minimale. Pour cela, l'utilisation de fonctions sigmoïdes permet de modéliser un seuil sans introduire immédiatement d'infini. Dans les régimes critiques, la réponse peut être forte, mais elle reste bornée. Les sources tendent vers des valeurs d'équilibre dès qu'elles deviennent constantes. Enfin, dans les régimes extrêmes, nous introduisons l'antisaturation. La disponibilité du bulk peut tendre vers une valeur très faible sans postuler de divergence infinie. Le gardien permet ainsi de parler de régime critique tout en maintenant une modélisation effective de la stabilité du bulk, évitant les singularités mathématiques. La loi Karman dépend de l'état effectif du bulk le long d'un trajet. Le gardien influence cette propagation en déterminant comment le mu évolue et se répartit spatialement. Un trajet ne traverse pas seulement une valeur instantanée du bulk, mais un milieu régulé, relaxant et mémoriel. Cela relie la propagation longue distance à la dynamique locale. Le gardien influence également la compensation Karman-Dennis. Si le bulk se relaxe rapidement, cette compensation peut rester faible, limitant le décalage fréquentiel. Dans les expériences symétriques, on peut avoir une gravité nulle, mais un état du bulk non nul. Le gardien permet de préciser si cet état persiste ou se diffuse. Modifier lentement une distribution de masse permet de chercher une relaxation temporelle résiduelle, offrant une signature observationnelle directe de la dynamique du mu. Dans un plasma, les effets de seuil, de mémoire et de relaxation sont primordiaux. Le gardien régit la dynamique temporelle de la viscosité du milieu. Le plasma peut présenter une hystérésis ou un retard de stabilisation. Cela rejoint la commande K, cherchant à se synchroniser avec l'état dynamique effectif. Il faut rester prudent. Le gardien est une hypothèse de régulation effective. Toute prédiction doit être confrontée aux effets standards comme les dérives instrumentales. En synthèse, le gardien du vide local formalise la dynamique de stabilité et de redistribution du bulk, reliant Shuhu, Dennis et Karman dans une vision unifiée. La chaîne consolidée est maintenant prête pour la suite. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue dans ce 7e chapitre consacré à la loi de conservation et de compensation des canaux TVS-PVSP. L'objectif ici est de finaliser la fermeture du modèle en introduisant une loi de répartition des effets du bulk. Nous partons du champ fondamental du bulk, noté état, et de la résistance locale du vide, le CHU. La loi de Shuhu introduit une fonction de seuil TH qui régule la réponse du milieu. Le mu représente la viscosité dynamique effective.
tant pour le vide que pour la matière. Le gardien du vide local décrit la relaxation et la stabilité nécessaires à la cohérence du système. L'idée centrale est que les effets du bulk se répartissent entre 4 canaux principaux. Ce n'est pas une conservation d'énergie au sens strict, mais une conservation de contrainte et de cohérence. Sans cette loi, le modèle resterait fragmenté. Elle permet d'organiser les interactions globales. Une contrainte peut ainsi se manifester par un retard, une perte de cohérence ou un effet mémoire. Nous définissons 4 canaux principaux. Le canal statique correspond à l'état local du bulk, état, et à ses grandeurs dérivées. Le canal dynamique correspond au mu du vide et de la matière, décrivant les ralentissements et les dissipations effectives. Le canal propagation, lié à la loi Kármán, décrit la perte de cohérence ou de phase pendant le trajet du signal. Enfin, le canal mémoire, associé à l'effet Dennis, décrit la trace des contraintes passées dans l'état présent du bulk. La forme générale de la loi de compensation pose que la somme des contributions de ces canaux reste constante. Dans un système fermé, la variation totale de contraintes est nulle. Ce qui diminue dans un canal apparaît dans un autre. Par exemple, une baisse de cohérence en propagation peut être compensée par une augmentation de la mémoire accumulée. En langage physique, cela relie directement les effets Dennis, Kármán, mu et CP dans un cadre unique. Pour les signaux, remplaçons le concept d'énergie par celui de reconstructibilité, la capacité d'un signal à être restitué par l'observateur dans son état initial. Nous définissons un budget où la reconstructibilité disponible à l'émission se partage entre la part observée et la part compensée dans le bulk. La loi de compensation fréquentielle distingue ainsi la fréquence d'origine de la fréquence reconstruite après son trajet. Par exemple, un signal émis à 3 Hz peut être reconstruit à 1 Hz et demi si le milieu impose un facteur de réduction. Le déficit est alors reporté dans un canal de compensation. C'est l'analogie du bleu à l'émission devenant rouge à la reconstruction. Ce n'est pas que la source change, mais que la contrainte cumulative diminue la fréquence perçue. Cette compensation affecte aussi la bande passante, provoquant un rétrécissement spectral et une signature moins résolue du signal original. Il faut distinguer la compensation TVS du redshift standard. En physique classique, le décalage vers le rouge est dû à l'expansion cosmologique ou à l'effet Doppler. La TVS propose une contribution supplémentaire, une correction effective liée au trajet dans le bulk, sans remplacer les causes standards. Cette compensation peut aussi affecter le temps de propagation. Plus le trajet accumule de contraintes, plus la reconstruction temporelle est impactée. La phase est une autre observable majeure. La compensation peut se manifester par un déphasage ou un retard plutôt que par un changement de fréquence. Même dans des expériences symétriques où la force nette est nulle, un canal dynamique ou mémoriel peut rester actif et mesurable. La loi de compensation TVS-PVSP devient ainsi une hypothèse scientifique robuste, capable de produire des prédictions quantitatives testables. Chapitre 8. Nous abordons aujourd'hui la compensation Kármán-Dennis. Fréquence, bande passante et reconstruction spectrale. L'objectif est d'appliquer la loi de conservation des canaux TVS-PVSP à la reconstruction d'un signal après sa propagation dans le bulk. Il faut distinguer l'émission à la source de la reconstruction par l'observateur. Un signal peut changer de fréquence effective durant son trajet. Cette modification dépend de l'état du bulk, de sa résistance et de la mémoire accumulée durant le trajet du signal. La forme minimale s'exprime ainsi. La fréquence d'émission est la somme de la fréquence reconstruite et de la fréquence compensée. Nous introduisons ici le facteur de reconstruction Kármán, noté CC de L, qui définit la part de reconstructibilité préservée. Kármán représente une perte cumulative de reconstructibilité le long du trajet. L'information n'est pas supprimée, elle devient simplement inobservable. Dans la suite, nous verrons comment cette compensation induit un décalage vers le rouge. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Deuxième partie. Nous explorons maintenant le rôle de Dennis dans la compensation et le phénomène du décalage spectral. L'effet Dennis représente la mémoire lente du bulk. Cette mémoire modifie la propagation en agissant sur l'état effectif du milieu. Imaginez un sablier encrassé. Le signal traverse un bulk qui porte désormais la trace de son histoire. Kármán est le trajet, Dennis est l'histoire du trajet. L'un des cas les plus marquants est celui d'un signal émis dans le bleu qui, après reconstruction, présente une signature rouge. Cela ne signifie pas que la source a émis du rouge, mais que la reconstruction est décalée par le trajet à travers le bulk. Sur une fenêtre d'1 seconde, le nombre d'oscillations reconstructibles diminue. La densité fréquentielle s'affaisse sans que le temps ne ralentisse au sens simple. La bande passante effective subit elle aussi un rétrécissement,
Le signal est filtré par le bulk avant d'être reconstruit par l'observateur. Nous verrons prochainement le lien avec l'énergie apparente et le redshift TVS. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Troisième partie. Nous approfondissons la distinction entre fréquence centrale et largeur de bande, ainsi que l'impact sur l'énergie mesurée. Le bulk peut affecter différemment la position centrale du signal et sa largeur de bande. Un signal peut être décalé vers le rouge sans que sa bande soit réduite de la même manière. La compensation Kármán-Dennis peut être comprise comme une modification de la résolution fréquentielle accessible à l'observateur. En physique standard, l'énergie d'un photon est liée à sa fréquence. Si la fréquence observée diminue, l'énergie observée diminue également. L'énergie compensée ne doit pas être interprétée comme une chaleur ordinaire, mais comme une perte de cohérence ou d'information non reconstruite. L'effet CP devient alors la signature spectrale de cette compensation. CP n'est plus un effet séparé, mais une trace du trajet Kármán-Dennis. La TVS distingue l'énergie à l'émission de celle reconstruite à l'observation, préservant ainsi la cohérence du modèle physique. Dans la suite, nous aborderons le redshift standard et les corrections TVS. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Quatrième partie. Nous examinons le lien entre le redshift standard et la correction TVS, ainsi que les limites de la reconstruction. Le redshift standard provient de l'expansion cosmologique ou de l'effet Doppler. La TVS ne remplace pas ces explications, elle propose une correction additionnelle. La relation est multiplicative. Le décalage observé est le produit du décalage standard et de la contribution de reconstruction liée au bulk. Il faut distinguer l'information de source de l'information de trajet. Le signal observé est une composition de ces deux types de données. Si le facteur Kármán devient trop faible, nous atteignons un horizon de reconstruction. Le signal devient alors impossible à reconstruire dans son état initial. Sur de très longues distances, une correction même infime peut s'accumuler et modifier notre perception des objets lointains. Cette hypothèse doit rester secondaire tant qu'elle n'est pas testée localement, préservant la prudence scientifique face aux modèles établis. Dans le segment final, nous aborderons les prédictions expérimentales et la synthèse. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Cinquième et dernière partie. Nous concluons ce chapitre par les protocoles expérimentaux et la synthèse des lois de compensation. Un test local consiste à diviser un signal stable en deux trajets, modifiant la contrainte autour de l'un d'eux pour comparer fréquence et phase à la sortie. La signature de la TVS est un rétrécissement de la bande passante reconstructible, une prédiction distincte des décalages Doppler classiques. La phase et la cohérence s'avèrent souvent plus sensibles que la fréquence centrale, rendant les interféromètres indispensables pour détecter ces variations. La prudence scientifique impose de ne pas confondre cette compensation avec l'absorption ordinaire ou le bruit instrumental. Elle doit être isolée comme une hypothèse effective. En synthèse, la compensation Kármán-Dennis formalise le lien entre propagation, mémoire et signature spectrale au sein du bulk. L'idée clé est là, un signal peut être bleu à sa source et rouge à sa reconstruction, reflétant la perte de reconstructibilité subie durant le trajet. C'est la fin de notre étude du chapitre 8. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Chapitre 9. Effet CP, redshift standard et signatures observationnelles. Nous entamons l'étude des signatures spectrales du bulk. L'objectif de ce chapitre est de développer le lien entre la compensation Kármán-Dennis et l'effet CP, ou effet Casilda-Pacheco. Nous considérons la compensation Kármán-Dennis comme la différence entre une fréquence émise et une fréquence reconstruite après propagation. L'effet CP est ici compris comme une signature spectrale possible de la propagation dans un bulk structuré. Le but est double, formuler l'effet CP de manière rigoureuse et le distinguer clairement du redshift cosmologique standard. L'effet CP ne doit pas être présenté comme un effet isolé, mais comme la signature spectrale d'une compensation Kármán-Dennis. Cette chaîne relie l'état du bulk à la sortie observable, la modification de la fréquence reconstruite. C'est l'information de trajet que porte le signal à travers le bulk traversé. Fin de la première partie. Nous confirmons que la compensation Kármán-Dennis est le mécanisme de propagation et de mémoire, dont l'effet CP est la signature spectrale observable. Rappelons le redshift standard, défini par le rapport des longueurs d'onde observées et émises. Un décalage vers le rouge signifie une fréquence plus basse à l'arrivée. Plusieurs mécanismes classiques produisent ce décalage. L'expansion cosmologique, l'effet Doppler ou encore le redshift gravitationnel. La TVS doit impérativement les isoler.
Le redshift TVS associé à Carmen Dennis est défini par l'inverse de la fonction de reconstruction. Plus la contrainte de propagation augmente, plus ce redshift croît. La fonction lambda C représente la densité de perte de reconstructibilité. Dans sa version consolidée, elle se décompose en 4 termes fondamentaux. Le premier terme est la contribution directe de l'état local du bulk. Le second représente la viscosité dynamique effective du vide, le mu. S'y ajoute la mémoire du bulk, dite contribution Dennis, et l'activation des régimes de seuil ou contribution Shuhu. L'effet CP dépend ainsi d'une intégrale de trajet et non d'une simple distance brute. Fin de la deuxième partie. Pour rester compatible avec la physique standard, nous proposons une forme combinée où les redshifts s'associent de manière multiplicative. Si la contribution TVS est très faible, elle peut être approximée par l'intégrale de la densité lambda C le long du trajet. C'est l'approximation des petites corrections. L'effet CP permet de formuler proprement cette idée. Un signal émis avec une fréquence élevée peut être reconstruit avec une fréquence plus basse. Une observation rouge ne signifie donc pas nécessairement que l'émission d'origine était rouge. Elle peut inclure une correction de trajet majeur due au bulk. L'effet CP n'efface pas l'information de source, mais il y ajoute une information précieuse sur le trajet parcouru dans le bulk. Le signal observé contient potentiellement 2 composantes, l'information de la source et la trace indélébile du milieu traversé. La fréquence reconstruite devient alors une fonction complexe de l'émission initiale et des variables fondamentales du bulk, état, Shu, mu et la mémoire. Ainsi, CP est une tentative de lire l'historie du trajet à partir de la signature spectrale observée. Fin de la troisième partie. L'effet CP ne se limite pas à la fréquence centrale. Il affecte également la bande passante du signal. Cette modification de largeur spectrale est une signature clé pour distinguer l'effet CP des décalages standards. La cohérence du signal peut aussi être altérée, rendant l'information de phase plus difficile à reconstruire sur de longues distances. Une perte de cohérence additionnelle est le signe d'une propagation dans un bulk dont la contrainte est élevée. Si la contrainte devient trop forte, le signal atteint un horizon de reconstruction, une limite informationnelle pour l'observateur. Ce n'est pas un horizon gravitationnel, mais le seuil minimal de reconstruction pour un instrument ou un observateur donné. À grande distance, une correction faible devient cumulative. La prudence impose de séparer strictement les contributions classiques du redshift TVS. Cette distinction est le garde-fou nécessaire avant toute application cosmologique de la théorie. Fin de la 4e partie. Pour être scientifiquement pertinent, l'effet CP doit produire une signature différente d'un redshift standard. Nous devons chercher des critères de distinction. Ces signatures incluent la modification de la bande passante, la perte de cohérence et surtout la dépendance à l'histoire du trajet traversé. La TVS peut formuler plusieurs tests observationnels. Le premier consiste à comparer le redshift observé à celui prédit par les modèles standards. Nous mesurons si la bande passante reconstruite et la fréquence centrale déviennent des prédictions classiques, révélant une signature CP. D'autres tests cherchent une dépendance à l'environnement local du trajet ou des effets de mémoire et d'hystérésis dans le signal. L'effet CP ne doit pas rester une hypothèse uniquement cosmologique. Des tests locaux en laboratoire sont parfaitement envisageables. Laser stabilisé, interféromètre ou trajet optique double permettent de mesurer des phases et des fréquences avec une précision extrême. Ces tests, bien que conceptuels, indiquent comment rendre l'effet CP rigoureusement falsifiable. Fin de la 5e partie. Les expériences symétriques sont cruciales car elles permettent d'annuler la gravité vectorielle nette tout en conservant une structure scalaire du bulk. Dans ce cas, l'effet CP pourrait être testé seul, soutenant l'existence d'un canal scalaire non réduit à la gravité classique. La PVSP rappelle qu'un signal n'est jamais observé hors instrument. Il est toujours reconstruit par un dispositif physique dont il faut contrôler la réponse. L'effet CP ne peut être isolé que si l'on maîtrise les dérives thermiques, mécaniques et les corrections relativistes standards. L'effet CP doit être présenté avec prudence, comme une contribution effective supplémentaire et non comme un remplacement systématique du redshift standard. En synthèse, ce chapitre reformule l'effet CP comme la signature spectrale possible de Carmen Dennis, liée à la reconstruction dans un bulk structuré. Cette fermeture théorique renforce l'ensemble du manuscrit et impose de nouvelles corrections aux formulations physiques précédentes. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin du chapitre 9. Chapitre 11. Synthèse générale de la fermeture. TV et PVSP. Ce chapitre regroupe les résultats obtenus en une architecture claire.
L'objectif est de répondre à une question centrale. Quelle est la chaîne complète qui relie la matière, le bulk, la résistance du vide et la mesure? La réponse réside dans une carte constitue la synthèse de la fermeture, reliant l'état fondamental aux observables mesurés. Le premier niveau définit la source matérielle et l'état du bulk. La matière ou l'énergie présente influence l'état local du milieu. Cette source agit sur le champ fondamental état, interprété comme une variable d'état du bulk, une grandeur sans dimension. Le deuxième niveau définit la disponibilité du bulk. Plus le bulk est contraint, moins il est disponible pour les processus physiques. La disponibilité phi est inversement proportionnelle à la contrainte locale du milieu, formalisant la notion de vide structuré. Dans cette seconde partie, nous abordons la position stratégique de cette fermeture au sein du manuscrit global et les premiers renforcements théoriques. Deux options se présentent. Intégrer la fermeture comme bloc central après les chapitres fondamentaux ou la reléguer en annexe théorique avancée. La recommandation est hybride. Une version courte dans le texte principal pour la clarté et une version longue en annexe pour la rigueur technique. Le champ y est désormais renforcé. Il devient une variable d'état normalisée, tandis que kappa porte désormais l'échelle gravitationnelle. Le potentiel gravitationnel effectif se définit par le produit de kappa et de I, stabilisant la structure mathématique. Concernant le CHU, sa définition comme résistance du vide est affinée. S égale KH multiplié par I, une distinction cruciale entre résistance et force. Il faut préciser que le CHU est une résistance locale, et non directement une force gravitationnelle ou une viscosité mécanique. Cette clarification structurelle prépare le terrain pour l'analyse de la gravité effective. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Nous poursuivons avec la troisième partie, centrée sur la gravité effective et l'introduction de la mémoire Dennis. La gravité doit rester liée au gradient. GI-EF égale moins kappa gradient de I. Une distinction cruciale est préservée. Une région peut être fortement contrainte sans produire de gravité nette si le gradient est nul. Le bulk n'est pas la force, mais son support. La PVSP est renforcée par cette chaîne. La mesure est la réponse d'un système physique au bulk, et non une lecture passive de la réalité. Dennis devient une mémoire dynamique, une intégrale temporelle des contraintes passées, influençant la viscosité du vide. Cette mémoire intervient directement dans le calcul de la viscosité du vide et dans le facteur de reconstructibilité Carmen. Carmen devient une loi de reconstructibilité liant le trajet, la mémoire et la cohérence de la fréquence reconstruite. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Nous explorerons l'effet CP dans notre prochain segment. Dans cette quatrième partie, nous rectifions certaines formulations anciennes pour lever toute ambiguïté théorique. Première correction. La gravité effective est liée au gradient du bulk, tandis que la résistance du vide est liée à sa valeur locale. Ne les confondons plus. Deuxièmement, IS le champ d'état fondamental. La viscosité dynamique du vide est une grandeur dérivée, et non I lui-même. Troisièmement, le temps intrinsèque est invariant. Ce sont les processus physiques servant à le mesurer qui sont modulés par l'état du bulk. Quatrièmement, le décalage vers le rouge ne dépend pas seulement de la distance, mais de l'intégrale du trajet dans un bulk structuré. Enfin, l'effet CP ne remplace pas le redshift standard. Il devient une contribution possible qui s'y additionne mathématiquement. Ces corrections assurent la rigueur de notre édifice. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Nous conclurons prochainement cette étude. Nous terminons cette étude avec la cinquième partie, la structure courte à intégrer au texte principal et la synthèse finale. Voici les 5 premières définitions clés, l'état du bulk I, la disponibilité F, la résistance S, le potentiel F et la gravité effective G. Suivent les seuils de transition, les viscosités mu du vide et de la matière, le facteur Carmen et la compensation fréquentielle. Cette chaîne dynamique constitue la charnière du modèle, reliant la substance fondamentale du vide à la mesure instrumentale finale. Nous confirmons par cette synthèse que la gravité n'est pas la résistance et que le temps intrinsèque demeure un invariant imperturbable. L'intégration est désormais complète, rendant la théorie plus cohérente et structurée. Le chapitre 10 est ainsi clôturé. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Rendez-vous pour le prochain chapitre. Bienvenue dans cette étude du chapitre 10 consacré à l'intégration de la fermeture dimensionnelle et de la compensation Carmen-Dennis. L'objectif est clair, intégrer cette nouvelle structure au cœur de l'ensemble de la théorie pour assurer une cohérence globale. Nous nous appuyons sur des notions centrales, le champ U, la résistance S et les seuils HU, HU, CHU, HU.
Cette fermeture permet de relier le champ fondamental du bulk à la mémoire Dennis et à la propagation Karman. Le rôle de cette fermeture est celui d'une charnière indispensable entre la TVS et la PVSP. La TVS décrit l'état fondamental du bulk, représenté par la variable d'état I. La PVSP décrit comment cet état influence la perception physique et les mesures instrumentales. Le défi résidait dans le passage fluide de l'un à l'autre, évitant un saut trop direct et imprécis. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Nous détaillerons la suite dans le prochain segment. On définit la résistance locale du vide, notée Shu ou ou, comme une grandeur dérivée de l'état du bulk, proportionnelle à état. Une distinction cruciale, la résistance dépend de la valeur de état, alors que la gravité effective dépend de son gradient. Le troisième niveau introduit la gravité effective, obtenue à partir du potentiel TVS. Elle correspond au canal gravitationnel du modèle. Le quatrième niveau présente Hu ou Shuhu comme une loi de seuil. Elle décrit le passage entre différents régimes de résistance. Cette loi indique dans quel régime se trouve le milieu, disponible, faiblement contraint, en transition ou saturé. Elle prépare le passage vers la dynamique et l'étude du mu du vide. À suivre. Le cinquième niveau définit le mu du vide comme la viscosité dynamique effective du bulk. C'est ici que la réponse dynamique du milieu prend forme. Cette viscosité dépend du niveau de fond, du régime de résistance, des gradients et de la mémoire Dennis. Elle n'est pas une viscosité matérielle ordinaire. Elle se manifeste par des amortissements, des retards, des déphasages ou encore des pertes de cohérence dans les systèmes physiques. Le sixième niveau introduit le mu de la matière. Le bulk ne se manifeste pas de manière identique sur tous les systèmes physiques. Le coefficient chi représente la sensibilité propre de chaque système au mu du vide, expliquant pourquoi un effet peut être visible ici et absent ailleurs. Cette loi de sensibilité est la clé pour comprendre les disparités expérimentales. À suivre, la mesure et la mémoire. Le huitième niveau introduit la mémoire Dennis. Elle décrit la trace lente des contraintes passées au sein du bulk. Définie par une intégrale de convolution, elle représente la mémoire lente du milieu sous une contrainte persistante. Le neuvième niveau, la loi Karman, décrit la propagation d'un signal dans un bulk structuré et sa perte de reconstructibilité. Elle est formulée par le facteur de reconstruction, signifiant qu'un signal peut perdre sa structure initiale pendant son trajet. Karman définit ainsi la propagation avec perte cumulative de reconstructibilité, un concept clé de la TVS-PVSP. Cette perte de signal nous mène aux corrections spectrales et au redshift, à suivre dans le volet final. Le 11e niveau reformule l'effet CP comme une signature spectrale possible liée à la reconstruction dans le bulk, complétant le redshift standard. Le 12e niveau introduit le gardien du vide local, l'équation de relaxation et de stabilité qui régule les variations du milieu. 10 relations fondamentales forment désormais le noyau de la fermeture TVS-PVSP, assurant une cohérence théorique totale. Cette architecture corrige les ambiguïtés des versions antérieures, séparant désormais clairement la gravité, la résistance et la viscosité. Elle constitue un cadre théorique exploratoire, ouvrant la voie à des prédictions distinctes des théories standards. La synthèse est désormais complète. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité.